Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire de Factura intitulé Migrer ou ne pas migrer vos données analytiques vers l'info nuagique. Merci beaucoup de votre participation en grand nombre ce matin, c'est très apprécié. Mon nom est André Deblois et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur du webinaire. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce webinaire est enregistré et qu'il sera accessible à partir de demain si vous désirez le partager avec vos collègues. Vous aurez également accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Nous vous enverrons un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et à la présentation. J'aimerais vous rappeler que ce webinaire se veut interactif et qu'il est possible de poser des questions tout simplement par clavardage. La thématique de notre webinaire d'aujourd'hui est un sujet d'actualité dans la plupart des organisations. Moderniser ces systèmes vers des nouvelles architectures et surtout vers des alternatives d'hébergement en info nuagique est devenu une réalité du quotidien pour les organisations qui cherchent à mieux exploiter ces données, qui cherchent à accélérer le temps de mise en place de leur environnement technologique et qui veulent diminuer les coûts d'opération et d'administration de leur système. Les bénéfices que l'on entend souvent des organisations ayant réalisé leur transition vers l'info nuagique tournent toujours autour des améliorations au niveau de la sécurité, de l'agilité, de l'élasticité et de la rapidité de réaction. Grâce à l'objectif de ce webinaire, aujourd'hui, vous apprendrez les avantages et inconvénients de migrer les données analytiques vers le nuage. Vous apprendrez les différentes options disponibles lors d'une migration vers le nuage et vous allez apprendre aussi les scénarios et les étapes de migration vers Microsoft Azure. Regardons d'un peu plus près l'agenda proposé. Nous allons tout d'abord se présenter comme organisation. On poursuivra avec pourquoi considérer l'info nuagique pour vos données analytiques. On poursuivra avec les différentes options de migration de données et on abordera comment faire la migration en passant à travers les principales étapes de différents scénarios. On suivra avec une conclusion, la liste de nos prochains événements et on va tenir une période de questions. Pour la période de questions, nous allons répondre aux questions reçues durant le webinaire et donc n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes au fur et à mesure que la présentation progresse. On terminera avec un court sondage express d'une seule question. Qui est Faction A? Faction A est une firme de services professionnels pouvant intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques, que ce soit de la planification à la construction de tableaux de bord en passant par l'intégration des données. Faction A est spécialisée sur la plateforme des analytiques et de décisionnels de Microsoft et est reconnue comme partenaire officiel Microsoft Gold Data Analytics. Je tiens à souligner que Faction A n'est pas un vendeur de souscription ou de produits de Microsoft. Faction A possède le savoir-faire et l'expertise dans la livraison de solutions analytiques et est reconnue pour avoir des modèles d'engagement flexibles. Pour en savoir plus, n'hésitez jamais à nous contacter. Le présentateur du webinaire d'aujourd'hui est un collègue de très longue date et j'ai nommé M. Jacques Charland. Jacques est le directeur général des services professionnels de Faction A. Jacques compte plus de 30 années d'expérience spécialisée en technologie de l'information et surtout dans la livraison de solutions analytiques. Jacques joue les rôles de conseiller stratégique et architecte technique. Il a collaboré à de multiples programmes en intelligence d'affaires, ainsi qu'à la définition d'architecture de plusieurs solutions analytiques pour des clients de plusieurs envergures et de différents domaines d'affaires. Jacques est au parfum des technologies et composantes qui supportent les solutions analytiques, incluant les plus modernes, comme celle de Microsoft Azure. Sur ce, je vais céder le plancher et le contrôle à Jacques dans les prochaines minutes. Donc, afin qu'il nous éclaire et inspire sur les possibilités de migration en info nuagique. Donc, Jacques, je te transfère le contrôle. Ça ne sera pas long. Je vais avoir aussi le contrôle de... Je vais te unmuter. Donc, Jacques, est-ce qu'on est là? Oui, je suis là. Oui. Est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez... On a l'écran avantage de l'info nuagique, oui. Parfait. Merci. Alors,
J'aimerais tout d'abord vous dire bonjour et vous remercier tout le monde d'avoir accepté de participer ce matin. J'espère que le contenu qui sera couvert sera en mesure de répondre à certaines de vos préoccupations concernant l'alternative d'info nuagique, plus spécifiquement dans un contexte de données analytiques. Comme vous le savez certainement, le secteur de l'info nuagique connaît une expansion fulgurante depuis les 10 dernières années. Bien qu'en majorité, des grandes entreprises ont emboîté le pas plus rapidement que les petites et les moyennes organisations dans cette transformation, ces dernières auraient toutefois encore plus d'avantages à considérer l'alternative d'info nuagique. En effet, l'info nuagique permet aux plus petites sociétés de préserver l'agilité qui les caractérise normalement, même en période de croissance ou de changement. Ceci, c'est possible en réduisant les coûts d'immobilisation et en réduisant les efforts et l'expertise qui est requise pour tirer un maximum d'avantages des données, et ça, tout en gardant le focus sur la mission de l'entreprise. De plus, certaines circonstances peuvent créer un point d'inflexion qui favorise la réorientation des choix technologiques ou du moins leur remise en question. Comme par exemple le besoin de procéder à une mise à jour majeure d'un logiciel de base de données ou du système d'exploitation sous-jacent. Donc, si vous avez des bases de données ou des versions de systèmes d'exploitation qui ne sont plus supportées ou qui ne le seront pas dans les prochains mois, il vaut la peine de se poser la question si l'alternative de passer à l'info nuagique ne devrait pas être envisagée. Entre autres, plusieurs entreprises utilisent encore Windows Server 2003, 2008 ou encore SQL Server 2005 ou 2008. Ces versions ne seront plus supportées dans les 12 prochains mois. Et ça, même avec l'offre de mise à jour de sécurité en mode étendu. Ce qui veut dire finalement que les entreprises vont être à risque. Alors, entrons dans le vif du sujet parce que nous avons beaucoup de matériel à couvrir et ça seulement en 40-45 minutes. Donc, voici une liste partielle des avantages de migrer vos données analytiques en info nuagique. Le premier étant cité dans les études étant fréquemment les coûts. La raison en est simple, l'investissement initial en immobilisation est très faible en info nuagique. Vous payez à l'utilisation de chacun des services, les frais étant la plupart du temps calculés soit sur une base horaire ou dans certains cas sur une base mensuelle. La possibilité d'ajuster à la hausse ou aussi à la baisse le dimensionnement des services que vous avez souscrits vous permet également de maintenir les coûts à leur strict minimum. La plupart du temps, ce changement en termes de dimensionnement s'effectue à la volée, en quelques minutes seulement. Donc, on minimise réellement les interruptions vis-à-vis les services offerts aux usagers. Un autre aspect à ne pas négliger est la possibilité de réduire substantiellement la charge de travail que nécessitent normalement les tâches administratives et la gestion des environnements. Une fois vos données en info nuagique, vous avez également accès à différents types de services analytiques avancés qui serait pour plusieurs difficilement justifiable sur le plan économique si vous envisagiez de les déployer sur site avec tous les outils qui sont normalement requis pour supporter ce type de solutions d'analytique avancée. Je pense ici aux analytiques en temps réel, je pense au machine learning, à l'intelligence artificielle pour n'en nommer que quelques-uns. Vous avez aussi le loisir de réorganiser rapidement vos données pour des analyses ad hoc sans avoir à investir des jours en configuration d'environnement et en temps de traitement. Vous configurez un environnement performant en quelques minutes, vous effectuez vos manipulations pour réorganiser vos données, vous les stockez dans le nouveau format et vous pouvez mettre votre environnement de travail en veille et vous cessez d'être facturé à ce point. C'est ce niveau de flexibilité-là que Azure permet, entre autres. Ce que ça signifie en bout de ligne, c'est que vous pouvez augmenter l'agilité de votre entreprise et de votre groupe de TI plus particulièrement et satisfaire plus rapidement les demandes provenant des différents départements que vous devez supporter avec la plupart du temps des coûts inférieurs aux coûts actuels. Un des arguments fréquemment soulevés pour ne pas considérer l'info nuagique est la sécurité des données. Personnellement, je suis prêt à parier avec n'importe qui d'entre vous que les joueurs majeurs en info nuagique, que ce soit Microsoft avec Azure, IBM avec Watson ou encore Amazon avec AWS,
Je suis prêt à parier avec vous que ces environnements sont plus sécuritaires en appliquant simplement quelques meilleures pratiques que ceux que vous seriez en mesure de mettre en place au sein de votre organisation et surtout de veiller au monitoring constant que ça demande afin d'être capable d'offrir une réponse rapide dans les cas où une anomalie serait détectée. Les grands joueurs ne peuvent tout simplement pas se permettre qu'une brèche de sécurité mine la confiance des très nombreux clients qu'ils ont. Leur modèle d'affaires en dépend. De plus, ces firmes sont régulièrement inspectées pour assurer la conformité aux nombreuses normes internationales auxquelles ils doivent adhérer. Fait intéressant, au sein d'Azure, il y a des équipes de hackers internes, des white hats. Ils ont le mandat de tenter de percer la sécurité alors que des équipes adverses sont responsables de trouver des parades, de trouver des mécanismes pour mettre en place des parades des futures attaques similaires. Et ça se passe 365 jours par année. Ultimement, si la législation vous empêche d'héberger des données nominatives hors site, rien ne vous empêche de modifier légèrement votre architecture de données afin que ces données nominatives et descriptives demeurent sur site. Alors, au besoin, elles peuvent être jointes avec justement les données qui sont dans Info nuagique, que ce soit dans Power BI ou que ce soit dans Analysis Services, et ça au moment où les données doivent être visualisées. Un second argument est le manque d'expertise à l'interne. C'est un argument légitime, mais si on considère que la courbe d'apprentissage pour exploiter adéquatement les plateformes de données et de services connexes dans Azure, vous verrez qu'elle est moins abrupte que celle nécessaire pour supporter l'entièreté des technologies et des fonctions dans un environnement sur site. Microsoft tente avec Azure de rendre convivial et intuitif la configuration et la gestion des services en mode plateforme sous Azure. C'est sur ce choix de bonnes composantes, finalement, que Microsoft réussit avec Azure à avoir une offre compétitive qui se justifie financièrement vis-à-vis le statu quo qui est de demeurer sur site. Un troisième argument rencontré tient au fait que les règles de conformité ne permettent pas l'utilisation de l'info nuagique. Je vous inviterai dans ce cas à bien comprendre la teneur des règles de conformité auxquelles vous pourriez être assujetti. Pour beaucoup d'organisations, ces règles ne s'appliquent souvent qu'aux données nominatives permettant d'identifier ou localiser un individu ou une organisation. Comme je le mentionnais, dans ces cas, les informations peuvent être jointes dynamiques au moment où l'information est consommée. Et de cette façon, aucune donnée nominative n'est stockée dans l'info nuagique. Dans le prochain bloc, nous identifierons les principales options de stockage de données structurées dans Azure. Nous soulèverons également les points à considérer dans la sélection d'une plateforme selon vos besoins. Les services d'hébergement de données structurées sur Azure sont groupés sous deux grandes familles, IaaS ou Infrastructure as a Service et PaaS ou PaaS, qui est l'acronyme de Platform as a Service. La distinction entre ces deux grandes familles tient principalement à la flexibilité dans la paramétrisation des services qui en font partie et à la répartition des responsabilités de gestion entre vous et Microsoft. Dans le mode IaaS, ou mode infrastructure, vous souscrivez essentiellement à la location d'un serveur virtuel sur lequel vous avez installé une licence complète de SQL Server 2016 et vous êtes entièrement responsable sur le plan de gestion. Vous transférez essentiellement le serveur qui était chez vous vers un hébergeur. C'est ce qu'on appelle communément le lift and shift. En fait, je mentionnais SQL Server 2016, mais plusieurs autres versions de SQL Server sont supportées et on va le voir plus spécifiquement dans les prochaines minutes. En mode PaaS, vous optez plutôt pour un environnement dont la gestion est prise en charge par Microsoft principalement. Les services de données structurées en mode plateforme incluent 5 services principaux. On parle ici de SQL Database en mode instance gérée, SQL Database en mode simple BD, SQL Database en mode pool élastique, SQL Data Warehouse et Analysis Services.
La présentation d'aujourd'hui va mettre l'emphase sur le service IaaS et sur les 4 premiers services en mode PaaS ou plateforme. Le service Analysis Services étant plus spécialisé et mériterait finalement pratiquement son propre webinaire pour lui faire justice. Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir pour discuter des particularités et des bénéfices d'Azure Analysis Services. Le modèle de séparation des responsabilités que vous voyez a été créé par Microsoft. Il vous montre le départage des principales responsabilités en info nuagique selon la famille de services pour laquelle vous optez. Dans la colonne de gauche, qui vise essentiellement un déploiement sur site, vous voyez que vous êtes responsable de l'entièreté des activités et des éléments de configuration pour assurer le bon fonctionnement et l'évolution de votre plateforme de données. À droite de cette colonne, vous retrouvez le service en mode infrastructure, alors que les deux colonnes suivantes montrent la séparation pour les services en mode plateforme. Vous remarquez que du côté droit du modèle, Microsoft prend en charge la majorité des tâches administratives requises pour assurer la disponibilité et la stabilité de l'environnement. J'aimerais aussi attirer votre attention sur la colonne Instance gérée, la troisième colonne. Dans cette colonne, il est indiqué que le moteur de base de données et de système d'exploitation sont sous la responsabilité de Microsoft. Mais pour être plus précis, la mise à jour régulière de ces deux composantes est sous la responsabilité de Microsoft, mais vous avez toujours la latitude de configurer les composantes comme vous le désirez, comme si vous aviez opté finalement pour le service en mode infrastructure. Vous bénéficiez donc des avantages de Platform as a Service, en plus d'une grande flexibilité dans la configuration de l'environnement. Avec le mode IaaS ou infrastructure, vous souscrivez à la location d'un serveur virtuel doté de caractéristiques techniques que vous désirez, que ce soit le nombre de processeurs, la quantité d'espace disque, le type et le nombre d'interfaces réseau, la version du système d'exploitation et de SQL Server également. La redondance des composantes, le serveur lui-même, si vous le désirez, peut être dupliqué afin d'assurer une disponibilité garantie supérieure à 99,9%, qui est la disponibilité normale dans un mode de configuration à serveur unique sans duplication. C'est essentiellement l'équivalent d'un service d'hébergement pour votre serveur avec une garantie de disponibilité probablement supérieure à celle que vous êtes vous-même en mesure d'offrir à vos utilisateurs. Vous êtes cependant responsable de configurer le système d'exploitation, l'environnement SQL Server, d'y appliquer toutes les mises à jour rendues disponibles par Microsoft, que ce soit au niveau du système d'exploitation ou d'SQL Server. Vous êtes également responsable d'assurer la bonne opération, de prendre les copies de sauvegarde, optimiser la performance. Vous êtes toutefois limité quant aux caractéristiques techniques que vous avez choisies. Si vos besoins changent, vous devrez envisager un nouveau type de serveur, ce qui implique essentiellement une nouvelle migration. Le principal avantage du type de service IaaS tient au fait que vous n'êtes pas responsable de la quincaillerie à proprement parler et que peu ou pas de modifications à vos applications sont nécessaires dans un contexte de migration, parce que vous êtes pratiquement capable de transférer une image telle quelle de votre environnement actuel. Vous n'êtes pas non plus limité quant à la version de SQL Server qui peut être utilisée. Vous avez le choix d'utiliser votre propre licence ou d'utiliser le mode souscription basé sur une des nombreuses images préinstallées de SQL Server. Ces images sont disponibles dans le portail Azure en version 2008 R2, mais uniquement avec les mises à jour de sécurité pour les 3 prochaines années, parce que comme je le mentionnais d'entrée de jeu, 2008 R2 ne sera plus supporté avec le support étendu après le mois de juillet 2019. Il y a aussi d'autres versions qui sont supportées. Il y a 2012 SP4, 2014 SP3, 2016 Service Pack 1 et finalement, vous pouvez également décider d'opter pour SQL Server 2017. Et vous avez toujours le choix entre les versions standard ou entreprise dans ce type de configuration-là sur IaaS. Voici une architecture minimaliste, mais représentant un déploiement sur une machine virtuelle en mode infrastructure sur Azure.
Pour rendre la migration la plus transparente possible pour vos utilisateurs, vous devez vous assurer d'avoir en place un processus de synchronisation de votre Active Directory avec Azure Active Directory. Ça se fait en installant le logiciel Azure AD Connect, qui est un logiciel relativement simple à installer, déployer et à maintenir également. Vous pouvez alors gérer votre Azure, pas votre Azure, mais votre Active Directory localement et les changements vont être propagés dans la contrepartie sur Azure automatiquement. Je vous conseille également de considérer la configuration d'un tunnel VPN entre votre réseau interne et une passerelle VPN configurée sur le réseau virtuel d'Azure où votre machine virtuelle sera installée ou connectée. Le tunnel est principalement utilisé pour des connexions d'usagers, mais aussi par les processus de chargement qui doivent obtenir les données de vos systèmes sources. Vous pouvez également configurer un tunnel de type point-to-site dans Azure qui permet une connexion VPN entre des usagers mobiles et votre infrastructure Azure. Et juste à droite de la passerelle VPN, vous retrouvez votre machine virtuelle et optionnellement le serveur Analysis Services. En fait, pas le serveur, mais bien le service Analysis Services, qui lui est disponible, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, en mode plateforme. Comme mentionné tout à l'heure, la famille de services en mode PaaS offre différents degrés de prise en charge des activités d'administration courantes et offre des fonctions spécifiques selon l'utilisation qui est désirée. L'option Azure SQL Database Instance Gérée, qui est disponible depuis quelques mois maintenant, est certainement une des options les plus intéressantes. Elle permet une migration avec un minimum de friction. Ce que je veux dire ici par friction, c'est que cette option demande un minimum de changement à votre configuration actuelle pour la rendre 100% fonctionnelle. Ceci est possible par la flexibilité additionnelle qui vous est donnée dans la configuration du système d'exploitation et de l'engin de base de données. Cette flexibilité n'était auparavant pas disponible en mode plateforme, elle n'était disponible qu'en mode infrastructure. Maintenant, vous avez le meilleur des deux mondes finalement en ayant la flexibilité de l'un et de l'autre. Donc, instance gérée est essentiellement une instance sur Windows 2016 avec SQL Server 2017 en mode PaaS. Vous avez donc accès à tous les outils de diagnostic et de gestion des requêtes qui sont disponibles normalement sous une licence SQL Server, soit standard ou encore là Enterprise, qui serait déployée sur site. Vous avez également deux autres options dans la famille PaaS ou plateforme. Il s'agit des services Azure Database Simple BD et Azure Database Elastic. Ces deux options sont normalement à privilégier dans les cas des nouvelles bases de données analytiques à mettre en place. Car même si elles offrent un bon niveau de compatibilité avec SQL Server et un certain niveau de flexibilité dans la configuration, il y a quand même quelques services et options de SQL Server qui sont absents. Je pense ici aux agents, aux linked servers, aux triggers et aussi à certaines limitations sur des requêtes entre multiples bases de données. Mais ne vous méprenez pas, les capacités de ce type de base de données dans un contexte analytique sont quand même excellentes. Ce sont des options intéressantes et peu dispendieuses dans un contexte où les fonctions absentes sont rarement nécessaires pour combler dans un contexte analytique. Le service Azure SQL Database Elastic est similaire au service base de données simple, mais partage des ressources de traitement et de stockage entre les différentes bases de données qui sont regroupées dans un pool. Ce type de base de données se veut simple, extensible, mais sans fonction avancée et disponible à faible coût. Ce type de base de données est disponible pour à peine quelques dizaines de dollars par mois pour des versions plus simples avec du stockage limité. Comme normalement, si je me rappelle bien, on parle d'à peu près 20 dollars par mois au moins pour une base de données pouvant atteindre jusqu'à 250 gigabytes, ce qui est quand même
ce qui est quand même peu dispendieux compte tenu de la fonctionnalité qui vous est donnée. SQL Data Warehouse, lui, est un service qui vise les besoins d'hébergement, il vise à combler les besoins d'hébergement des données analytiques qui dépassent habituellement 2 à 3 terabytes et où la performance d'exécution des requêtes en lecture est absolument primordiale. On inclut ici des requêtes complexes comportant de multiples jointures, de nombreux filtres. SQL Data Warehouse est basé sur la philosophie diviser pour conquérir. Ceci s'accomplit en divisant le traitement et le stockage sur de multiples unités de traitement et de stockage distinctes, ce qui inclut chacun également leur propre processeur. Et quand je dis leur propre, je le mentionne au pluriel. Ce service est donc en mesure de supporter des requêtes qui ont des volumes de données de l'ordre de pétabytes, et ce, tout en offrant un temps-réponse optimal, quel que soit le nombre d'usagers interactifs. Je mentionnais pétabytes, mais on peut très bien retrouver ce type d'instance-là dans des environnements qui ont simplement 5, 6, 10 terabytes, et le coût est tout à fait compétitif encore là, comparativement à un service déployé sur site. L'espace utilisé pour stocker les données est facturé séparément de la capacité de traitement. Le coût du stockage, lui, est selon le volume sur une base mensuelle. Le coût pour la capacité de traitement, elle est facturée à l'heure. Le service peut donc être mis à l'arrêt et réactivé afin de minimiser des coûts lorsque vous n'utilisez pas ou vous n'avez pas besoin d'accéder à la base de données. Par exemple, si votre architecture inclut Analysis Services, il est fort probable que vous puissiez mettre SQL Data Warehouse en veille une fois que vous avez rafraîchi vos données dans Analysis Services. Dans les cas où SQL Data Warehouse est accédé directement par vos utilisateurs, vous devrez alors penser à garder le service en fonction pendant une plus longue période pendant la journée. Mais comme vous le voyez, différentes stratégies peuvent être envisagées pour garder les coûts au strict minimum. Pour les personnes moins familières avec les architectures MPP ou Massively Parallel Processing, je vous propose de prendre une minute afin de survoler les particularités de ce type d'architecture de traitement. C'est le modèle qui est utilisé justement par SQL Data Warehouse. Donc, une base de données SQL Data Warehouse, tout comme les bases de données SQL Database, sont sous le contrôle d'un serveur SQL logique, responsable de contrôler les accès et la sécurité des données. Parmi les principales composantes, vous trouverez un nœud de contrôle qui agit comme un point d'entrée. Ce nœud gère, optimise les requêtes qui sont envoyées par les utilisateurs ou les applications et les transmet au nœud de traitement, aux compute nodes, afin d'être exécutés, et ça en parallèle. Ce sont eux qui, grâce à leur nombre, donnent toute la puissance de traitement à SQL Data Warehouse. Chacun des compute nodes possède sa propre instance SQL Server et interagit avec les unités de stockage ou des blobs auxquels ils sont connectés. Le Data Movement Service, lui, est responsable du transport des données au compute node approprié selon le plan d'exécution de la requête qui avait été établi par le control node. Il est important de noter que SQL Data Warehouse fragmente les données par l'entremise de colonnes distribuées, et ça afin d'éliminer les points de contention qui peuvent survenir lorsqu'un même mécanisme de stockage est très sollicité pendant la lecture d'un bloc de données contigu. Pendant ce temps, l'unité de traitement est en attente et des cycles de traitement sont perdus. Donc, en fragmentant les données sur de multiples disques, plusieurs disques peuvent travailler en parallèle pour fournir les données aux compute nodes, éliminant de ce fait les points de contention. Dans un contexte analytique, vous avez invariablement des processus de chargement qui doivent s'exécuter. Plusieurs clients ont déjà investi beaucoup d'énergie et d'argent dans le développement de packages SSIS. Les options disponibles pour l'exécution de vos paquets SSIS se résument essentiellement à deux. Vous pouvez opter de déployer SQL Server et SSIS sur une machine virtuelle, souvent en utilisant votre licence que vous possédez déjà, ou encore souscrire à SQL Server en mode souscription et être facturé au mois, ou selon une entente d'entreprise que vous auriez avec Microsoft. Le deuxième choix, qui est le meilleur à mon avis, et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi, consiste à exécuter vos paquets SSIS dans le service Azure Data Factory
auquel on adjoint Integration Runtime. Dans ce deuxième diagramme minimaliste, vous allez retrouver une représentation d'un déploiement basé sur l'utilisation des services de plateforme de données ou PAS. Encore une fois, vous devriez vous assurer d'avoir en place la synchronisation de votre Active Directory avec Azure Active Directory Connect. Vous retrouverez aussi le tunnel VPN dans votre réseau, entre votre réseau et la passerelle VPN située dans Azure. Mais cette fois-ci, à droite de la passerelle VPN, auquel vous retrouvez normalement le service d'ETL, vous allez retrouver cette fois-ci le service d'Integration Runtime de Azure Data Factory, qui est responsable d'exécuter vos packages SSIS si c'est de cette façon que vous avez décidé d'alimenter vos dépôts de données analytiques. Au-dessus, vous retrouverez également le service en mode plateforme pour lequel vous avez opté, que ce soit Azure Database, Azure Instance Gérée ou Azure SQL Data Warehouse. Cette fois-ci, contrairement au diagramme de tout à l'heure, en mode infrastructure, vous devrez penser à déployer une instance d'Azure Analysis Services si vous utilisez présentement cette fonctionnalité. C'est important de le mentionner parce que les services de données en mode plateforme n'incluent pas Azure Analysis Services comme il est disponible dans une licence ou une licence perpétuelle SQL Server comme vous avez présentement sur site. Dans le bloc qui suit, nous allons mettre l'accent sur les options et les étapes de migration selon différents scénarios fréquemment rencontrés. Je dis bien fréquemment rencontrés parce que vous comprendrez qu'avec le peu de temps qui me reste, je devrais limiter le nombre de contextes qui seront couverts. Je me limiterai donc à des contextes de complexité moyenne en excluant volontairement les nombreuses particularités qui pourraient être rencontrées. Basée sur nos années d'expérience, l'approche qui est ici proposée nous semble la plus efficace afin d'éviter les essais et erreurs. Nous allons donc faire un premier survol et nous reviendrons sur chacune de ces étapes dans les prochaines pages de la présentation. Premièrement, il vous faut analyser sérieusement vos besoins et contraintes réelles. Ensuite, définir une architecture cible. Plutôt que d'envisager une approche Bing Bang, je vous conseillerais plutôt d'opter pour une approche graduelle où les différentes composantes seront migrées individuellement. Pour chacun des dépôts de données en place, évaluez aussi le niveau de compatibilité avec la cible. Notez les écarts et identifiez la stratégie pour contourner finalement ces écarts. Ensuite, il faut déployer la plateforme. Vous pouvez vous contenter à ce stade d'une plateforme qui est sous-dimensionnée sur le plan de la capacité de traitement. Ceci va vous aider à réduire les coûts pendant la migration et peut facilement être réajusté avant d'aller en production. Effectuez aussi une copie initiale de vos données existantes dans la plateforme cible. Ceci risque de prendre quelques jours selon le volume de données. Faites à noter, pour les environnements de plusieurs terabytes, Microsoft met à votre disposition une migration en utilisant des disques avec des connecteurs USB. Donc, Microsoft peut vous envoyer des disques chez vous jusqu'à 40 terabytes de stockage qui est disponible par lot de disques qui vous est envoyé et vous pouvez finalement y stocker votre information, l'envoyer dans le centre de traitement Microsoft Azure de la région que vous avez sélectionnée et les données seront restaurées dans un blob à partir duquel vous pouvez recharger votre entrepôt de données avec des données historiques. En fait, du moins pour le chargement initial. Donc, évaluez les coûts et les bénéfices de préserver votre stratégie de chargement actuelle en y ajoutant une redirection supplémentaire vers la nouvelle cible et en comparaison, refaire le design du processus de chargement avec des outils plus modernes, plus flexibles et plus performants comme Azure Data Factory. Une fois que la stratégie de chargement est en place, vous devrez effectuer votre batterie de test afin de certifier le nouvel environnement et potentiellement entrevoir la coupure du parallèle entre vos dépôts de données sur site et ceux en info nuagique. La nouvelle architecture en info nuagique doit être alignée avec vos besoins à court et à moyen terme.
Le choix de la plateforme cible dépend grandement de son rôle au sein de votre environnement analytique. Un environnement de données corporatif n'a pas les mêmes caractéristiques et le même profil d'utilisation qu'un comptoir départemental de données. Un comptoir de données ne soutient pas non plus les mêmes besoins qu'un Operational Data Store. Plusieurs caractéristiques telles que la connectivité, les différents mécanismes de sécurité, les niveaux de résilience et de redondance influenceront également vos choix de design. Est-ce que la plateforme est sollicitée de façon uniforme dans le temps? Y a-t-il des patrons d'utilisation réguliers, comme tôt le matin, où tous les utilisateurs désirent accéder aux données de la journée précédente? Vos affaires font-elles en sorte que durant les périodes des fêtes, le nombre de requêtes double ou triple par rapport au reste de l'année? Encore là, ces réponses influenceront à la fois le type de dimensionnement de la plateforme et le choix de la plateforme elle-même. Il vaut aussi la peine de se poser la question, est-ce que la stratégie de chargement actuelle est toujours optimale à la lumière des nouvelles technologies disponibles? Est-ce qu'une approche ELT ne devrait pas être considérée? Comme nous l'avons vu précédemment, plusieurs choix s'offrent à vous en termes de plateforme cible. Votre choix devrait tenir compte des limitations que certaines de ces plateformes pourraient comporter. Je vous encourage donc à vous familiariser au préalable avec les caractéristiques et les limitations de chacune de ces options. Par exemple, si vous choisissez ou si vous utilisez actuellement des triggers dans vos bases de données, comme je le mentionnais tantôt, sachez que le mode pass ne les supporte pas. Vous devrez donc considérer une plateforme de type infrastructure sur une machine virtuelle si vous en avez de nombreux triggers et que vous désirez minimiser les impacts. Autre élément à considérer, les périodes de non-utilisation et l'interactivité avec les utilisateurs. Si par exemple l'entrepôt de données n'est pas accédé directement par les utilisateurs, parce que ceux-ci se branchent à une couche analytique comme SSAS, il pourrait être avantageux économiquement de considérer une instance avec une capacité de traitement plus limitée et qui peut même être mise à l'arrêt lorsque vous ne l'utilisez pas. De plus, si vous envisagez une migration vers SQL Data Warehouse, il peut être avantageux de songer à opter pour une stratégie de chargement en mode ELT qui permet de faire vos transformations directement dans la base de données et ça de façon beaucoup plus rapide que SSIS ne serait en mesure de le faire grâce au traitement distribué disponible dans SQL Data Warehouse. Concernant le dimensionnement initial, rappelez-vous qu'il vaut mieux débuter avec un service sous-dimensionné à moindre coût. Vous pourrez toujours opter pour un service avec une meilleure performance au besoin sans avoir à modifier votre architecture de données ou les processus de chargement. Si votre choix de plateforme se porte vers SQL Server sur machine virtuelle ou encore vers une des différentes saveurs de SQL Database, je vous recommande pour la migration d'utiliser l'assistant de migration de données. C'est un outil qui vous permet de faire l'inventaire des différentes bases de données que vous avez, leur configuration, les fonctions présentes qui pourraient demander des ajustements. L'outil est en mesure de comparer les éléments de configuration qui ne sont pas directement compatibles avec la plateforme cible que vous allez spécifier. Concernant SQL Data Warehouse, l'évaluation des impacts, elle, doit se faire manuellement. Je vous recommande de vous familiariser avec les patrons et anti-patrons de design afin de vous assurer de ne pas y transférer un design qui serait contre-productif. En effet, SQL Data Warehouse est un environnement de traitement puissant, en autant que vous puissiez tirer avantage de ses particularités. Au besoin, définissez comment vous pouvez adapter votre base de données actuelle au paradigme propre à SQL Data Warehouse. Les premiers éléments de configuration à considérer sont des groupes de sécurité et les rôles qui leur sont dévolus. Quant à l'accès à l'exploitation ou la gestion de l'environnement, il est possible de définir avec un très grand niveau de granularité les droits que vous désirez assigner aux utilisateurs et aux différents types d'administrateurs. Selon que vous optez pour un service en mode infrastructure ou un service en mode plateforme, il sera plus ou moins facile de configurer la plateforme cible. Le mode plateforme ne demande que très peu de configuration pour être prêt à l'utilisation. À l'inverse, si vous nécessitez un type de service infrastructure avec une machine virtuelle, sachez que la configuration sera plus complexe. Il faut définir un réseau virtuel dans Azure. Vous devrez configurer des règles de sécurité pour le pare-feu. Vous devrez configurer des paramètres réseau, ajouter le serveur à votre domaine.
et possiblement ajuster le processus d'authentification pour supporter Kerberos, et j'en passe. Pour les plateformes de type SQL Database, instance gérée ou SQL Server, plusieurs scénarios s'offrent à vous selon le contexte. Si vous désirez opter pour une migration en un seul temps, je vous recommande d'utiliser Azure Database Migration Services. Cette façon de faire est normalement la façon la moins laborieuse de migrer vos données. Si vous recherchez une option de réplication en continu, plutôt que la réplication transactionnelle, plutôt que la réplication en lot, telle que prise en charge par Azure Database Migration Services, vous pouvez toujours opter pour la réplication transactionnelle. Cette façon de faire va vous assurer de récolter tous les changements qui ont pu être effectués dans la base de données source, et ce, même concernant les changements qui ont déjà été effectués préalablement dans la plateforme cible. Je parle ici de transactions qui seraient antidatées, par exemple. Vous aurez également tout le loisir de modifier graduellement, sans pression, les applications afin qu'elles pointent vers la plateforme cible. Vous allez trouver en annexe une liste de différentes options de migration selon le type de données que vous avez. Selon le choix de plateforme que vous faites, il n'existe pas, à ma connaissance, d'outils pour faciliter le travail dans le cas spécifiquement de Azure SQL Data Warehouse. Par contre, pour un entrepôt de données, contrairement à une base de données transactionnelle, il faut généralement il y a généralement moins de besoins ou de fonctions particulières de SQL Server qui sont sollicitées. Vous devrez donc manuellement recréer vos schémas, migrer le code Transact SQL et finalement migrer vos données. Ça peut être fait par une instance Azure Data Factory qui peut être ensuite détruite si vous désirez continuer à utiliser vos packages SSIS existants, mais qui sont exécutés dans une machine virtuelle. Ou vous pouvez décider de continuer d'utiliser finalement la logique que vous avez développée dans Azure Data Factory pour le long terme. C'est une deuxième option que vous avez. L'option la plus performante pour effectuer les chargements en lot consiste à utiliser cependant Polybase. Polybase permet d'effectuer les chargements en mode ELT. Et les scripts Polybase sont également intégrés dans Azure Factory, Azure Data Factory facilement, ce qui permet le déclenchement automatique et permet également le monitoring de l'exécution des scripts de chargement. Quand je parle de stratégie de chargement en continu, je parle de chargement quotidien, hebdomadaire ou mensuel, une fois que les données de plateforme, les données de la plateforme cible sont courantes. Vous pouvez décider de maintenir votre investissement en développement passé avec SSIS en déployant les packages SSIS dans Azure Data Factory Runtime, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes. Cette façon de faire est simple et élimine pratiquement tous les changements de la programmation SSIS afin de supporter les dépôts de données dans Azure. En plus de pouvoir exécuter vos paquets SSIS, Data Factory supporte plusieurs outils et langages plus évolués et plus performants que SSIS. Selon l'évolution de vos besoins analytiques, vous aurez donc le loisir d'explorer des alternatives à SSIS et ce, sans frais additionnels. Alternativement, vous pouvez toujours opter pour l'exécution de vos packages SSIS sur une machine virtuelle dotée d'une souscription SQL Server. Cette façon de faire comporte tous les avantages, les désavantages en fait d'avoir à configurer et à maintenir une machine virtuelle. Ce n'est donc pas une option que je vous recommande à prime abord, à moins que vous ayez réellement de multiples packages et que finalement le transfert vers Infrastructure Runtime pourrait s'avérer plus ardu qu'anticipé, ce qui est rarement le cas. Une fois l'intégrité du processus de chargement établie, il est temps de réévaluer la nécessité et les opportunités de réduire les temps de chargement et d'optimiser les chargements avant de penser à aller en production. La dernière étape du processus de migration consiste à exécuter les nombreux jeux de tests qui vont être nécessaires afin de démontrer l'intégrité, la stabilité et la performance de l'environnement cible. Pour ce faire, vous aurez normalement recours à une kyrielle de scripts SQL qui viseront à établir les comparatifs entre la base de données source et la base de données cible.
Vous voudrez également tenter de simuler l'environnement en situation de charge. Vous voudrez certainement vous familiariser aussi avec les processus administratifs qui pourraient être requis, tels que l'arrêt, le redémarrage des services, la récupération des chargements interrompus, etc. Une fois que vous avez pu établir avec certitude que l'environnement cible est conforme, envisagez la redirection de vos applications vers la plateforme cible. Vous pouvez maintenant vous féliciter d'avoir complété votre premier projet de migration. Donc, en conclusion, à la question initiale, devriez-vous migrer vos données analytiques vers l'info nuagique? Je dois vous avouer que je suis un converti. À mon avis, il n'y a que peu de cas qui justifient de préserver vos actifs analytiques sur site. D'ailleurs, même les grandes entreprises qui ont pourtant effectué d'énormes investissements pour le développement de compétences techniques à l'interne, ils arrivent à la conclusion qu'il vaut rarement le coup de se contenter du statu quo. Vous devriez donc, si vous deviez retenir qu'une chose aujourd'hui, je vous dirais de retenir que la facilité avec laquelle votre migration pourrait être effectuée tient principalement au choix des bonnes composantes Azure que vous décideriez d'inclure à votre architecture technique. Et c'est principalement à ce stade que je vous conseille de vous faire assister par des experts avec une expérience justement sur Azure. La migration des données, la redirection des services analytiques qu'ils utilisent est toute proportion gardée assez triviale. Je vous invite aussi à faire votre propre évaluation et à me demander conseil si vous avez besoin de justificatifs additionnels ou d'éléments de persuasion additionnels pour votre management, ou encore si vous avez besoin de quelconque conseil sur des meilleures options dans votre contexte particulier. Ceci conclut donc ma portion du webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'aimerais maintenant retourner la parole à André. Oui, hey, merci infiniment, Jacques, pour ce partage de connaissances. C'est très apprécié. On a entendu beaucoup d'informations pertinentes et inspirantes sur la transition de données analytiques vers notamment les plateformes Azure de Microsoft. On comprend que beaucoup de questions et surtout de bonnes décisions sont à prendre, car le succès d'un passage à Azure repose en grande partie sur les bons choix, de même que les bonnes étapes de transition pour se rendre à la cible. Et personne ne veut se planter là-dessus. Si vous planifiez ou préparez une migration vers Azure, je vous invite à nous contacter. Encore une fois, un gros merci, Jacques. Juste avant de passer à la période de questions, j'aimerais souligner que nous tenons régulièrement des événements. Le 13 mars prochain, notre collègue Régent Godin tiendra un webinaire sur comment détecter les fraudes et les erreurs dans vos comptes de dépenses. Le 20 mars, on sera présent au Datavar de Montréal, qui est l'événement référence en analytique. N'hésitez pas à venir nous voir à notre kiosque. Le 10 avril, on tiendra à Québec un séminaire chez Microsoft sur la planification de la fin du cycle de vie de SQL Server 2008. On sait que le support des bases de données SQL Server 2008 termine le 9 juillet prochain. Donc, n'hésitez pas à visiter la page nouvelle de notre site web pour plus d'informations sur nos prochains événements et pour vous inscrire. On va passer à la période de questions.